Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et là, on va parler vraiment d'un projet qui compte pour nos économies. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise le pluriel. Bonjour Manuela Roca. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue, vous êtes directrice générale adjointe de TELT, c'est le tunnel euralpin Lyon-Turin. On va peut-être commencer par l'originalité de cette entreprise. C'est une entreprise, un projet franco-italien, c'est ça? Oui, exact. TELT est une entreprise partagée par les deux États. Ce sont nos deux actionnaires 50-50. Donc, un vrai exemple de coopération franco-italienne, soit dans la gouvernance de l'entreprise, mais vraiment aussi dans les faits et dans les activités quotidiennes. Toutes nos activités sont transversales. Moi, je m'occupe de l'environnement et de la sécurité en Italie et en France, mais toutes nos équipes ont ce défi qui est avant tout technique, donc de se parler, de se comprendre, d'appliquer des règles binationales, mais aussi d'avoir une culture commune qui va être la somme des deux cultures et qui prend les meilleurs des deux parties. Oui, c'est-à-dire on n'est pas chargé d'un domaine en Italie avec un homologue qui est chargé du même domaine en France. On s'occupe du domaine dans les deux pays. Oui. Et ça doit être un... Il y a des petites... passionnant. Oui, c'est passionnant et compliqué parfois. Oui, parfois c'est compliqué, c'est un grand défi, mais c'est le défi, européen, parce que désormais la réalisation des grandes infrastructures dépasse les frontières. Et pour le faire, nous avons aussi dû innover un peu la réglementation. Notamment, par exemple, nous avons un règlement binational contre la corruption et la mafia. Nous avons un règlement binational pour l'économie circulaire. Et nous avons encore des règles communes pour la sécurité. Tout ça va prendre le mieux de deux réglementations pour faire que les règlements de notre ouvrage soient homogènes et les meilleurs possibles. Bon, vous avez posé, c'est super, quelques-uns des chapitres dont on va parler dans ce débat. C'est très très bien, on va parler de la lutte contre la corruption, évidemment de la sécurité, évidemment de la circularité. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce projet? Donc c'est quoi? C'est creuser un tunnel et relier Lyon et Turin. Mais je dis ça, ça paraît simple. Décrivez-nous le projet. Alors, le Lyon-Turin, c'est une infrastructure ferroviaire pour les voyageurs et pour les marchandises. Ça va relier la France et l'Italie, mais encore plus, c'est un ouvrage européen, s'inscrit dans la politique de décarbonisation des transports. Et effectivement, le but principal, c'est de substituer les moyens polluants aujourd'hui sur les moyens de longue distance avec une méthodologie et une modalité beaucoup plus verte qui est le train. Si on pense qu'aujourd'hui, le même trajet fait en avion et fait en train pour un voyageur à 40 fois de différence, donc le train est 40 fois moins polluant que l'avion, ça donne un petit peu l'idée. En plus, la congestion des Alpes par les camions est très importante. Aujourd'hui, entre France et Italie, il y a 40 millions de tonnes par an qui sont transportées et seulement le 8% est sur les trains. Et donc, toutes ces marchandises sur la route, au contraire, sur l'axe italo-suisse, les 70% est sur les rails. Pourquoi? Parce que là, ils viennent de finir un fantastique tunnel de base, une fantastique ligne ferroviaire comme la nôtre, qui pourra effectivement, et c'est notre but, faire ce changement. Oui, donc ça donne des perspectives d'occupation, de business, de rentabilité aussi. On en parlera évidemment. Alors, c'est génial de vouloir relier Lyon et Turin. Bon, il y a un petit souci entre les deux, il y a un truc qui s'appelle les Alpes. Ouais. Donc, il faut creuser. Ce tunnel, qu'est-ce qu'il représente? C'est quoi les caractéristiques techniques de ce tunnel? Alors, le tunnel de base, effectivement, est un objet très complexe. 157,5 km de tunnel, qui est le tunnel ferroviaire plus profond et plus long du monde. Donc, un défi technique très important, mais pas seulement ça. Effectivement, la somme de toutes les galeries que nous allons creuser, c'est 164 km. Donc, de tubes pour les deux voies, tous les bypass, les accès de sécurité. C'est un objet important, un objet qui a fait les résultats de plusieurs années d'études sur la géologie des Alpes. Et nous allons franchir 14 géologies différentes. Donc, c'est vraiment quelque chose que les ingénieurs comme moi trouvent quelque chose de passionnant et énormément important. Vous avez creusé, je crois, 45 km déjà, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, on est à 28% de l'excavation du tunnel. Est-ce qu'il y a eu des surprises?
Alors oui, tous les jours. C'est vrai? Oui, on a fait beaucoup de reconnaissances, donc on a un projet très détaillé. Hmm. Mais par contre, quand on est à 2000 mètres sous terre, on a toujours des défis importants à franchir. Et ça, c'est aussi un levier d'innovation très important. Notamment, nous avons, par exemple, dans l'excavation des puits d'Avrieux, qui sont des puits de 500 mètres de profondeur, et vraiment très important. On a eu des cavités. Donc, la roche a eu un comportement légèrement différent de ce qu'on pensait. Qu'est-ce qu'on a fait donc avec l'entreprise? On a inventé un robot qui, à 300 mètres de profondeur, il allait tout seul à faire le travail de remplissage et d'amélioration de cette géologie. Et donc aujourd'hui, ça marchait très bien, si bien qu'on a décidé de revêtir tous les puits avec cette machine. Et c'est le résultat de la coopération entre la maîtrise d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'entreprise, et aussi la volonté d'innover et de mettre en sécurité les personnes surtout. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. On va ouvrir ce chapitre sécurité. Vous dites, il a fallu créer quoi, un outil légal commun, enfin, les règles de sécurité ne sont pas forcément exactement les mêmes sur les chantiers d'un côté et de l'autre. Oui, à quel défi vous avez été confronté? Entre France et Italie, bien évidemment, les objectifs sont les mêmes, non? Mais par contre, la réglementation qui s'applique, la réglementation territoriale, et donc on s'est aperçu qu'on avait quelque chose de différence, quelques limites en Italie qui étaient plus bas en France et vice-versa, soit sur la prévention de la santé, soit sur les règles de sécurité. Et on a décidé, avec les deux inspections du travail, qui ont fait un travail énorme, de construire un règlement commun qui prend les règles les plus restrictives des deux pays. Par exemple, la France a une grande expérience et un aspect très important et innovant sur la ventilation en tunnel, qu'on applique aussi en Italie parce que c'est très intéressant. Et sur l'Italie, on a des limites pour, par exemple, la silice qui sont plus restrictives et on les applique en France. D'accord. Oui. Et alors sur un chantier comme ça, j'imagine, forcément, il y a un certain nombre de nuisances potentielles pour les riverains. Comment vous les avez limitées, ces nuisances? Alors, la limitation des nuisances, c'est notre objectif depuis le début. Donc, déjà, une conception très attentive du projet pour éviter que c'est la première démarche de l'éviter, réduire et compenser. Après, dans nos marchés, nous avons décidé de nous mettre avec, de partager avec les entreprises des objectifs de réduction et de suivi très stricts des travaux pendant la réalisation, de manière de bien comprendre toutes les fois quelle est l'origine. Et en parallèle, tous les jours, on travaille avec les riverains et les collectivités. Pour répondre, nous avons mis en place des numéros de contact. Les personnes qui ont des soucis peuvent appeler et aujourd'hui, en 24 heures, on doit assurer la réponse et la solution à la nuisance. Ces mécanismes, effectivement, fonctionnent très bien. On a toujours des choses à régler, mais ça va créer la confiance et la transparence avec les personnes. Et c'est la première chose pour pouvoir garantir la coexistence. Alors, il y a les riverains et puis il y a aussi les écosystèmes alpins. Et là, on va rentrer dans les enjeux de défense de l'environnement, de réduction d'impact, de biodiversité. Est-ce que vous avez des associations derrière vous là, qui vous agacent et qui essayent de retarder le projet ? Alors, nous avons des associations avec lesquelles nous avons des rapports, un débat constant. Tous les années, il y a une grande réunion qui est le comité environnemental du Lyon-Turin, dans lequel nous présentons les résultats, dans lequel les associations sont invitées. Et en tous les cas, ce n'est pas la seule occasion dans laquelle on a des échanges. On a des visites de sites régulières. Mais quand on crée une infrastructure comme celle-là, il y a forcément un impact sur l'écosystème, sur la flore, sur la faune. C'est quelque chose qu'il faut absolument gérer. Il faut avoir cette priorité déjà, et nous l'avons.
comme je disais, la conception est primordiale et après, pendant les travaux, toutes les activités de réduction et de compensation doivent être absolument rigoureuses. Chose que nous faisons effectivement en pleine collaboration avec les services de l'État qui nous contrôlent, bien évidemment, mais qui nous accompagnent aussi sur les meilleures solutions à mettre en œuvre pour notre projet. Un chantier comme celui-là, c'est je ne sais pas combien de tonnes et de tonnes de matériaux sortis, excavés. Oui. Alors, j'allais dire de déchets, non, parce que l'objectif, c'est au contraire que ça... Jamais utiliser ces mots. Voilà, c'est que ce soit des ressources, quoi. Oui, ça parce que tout ce qui ressort de la montagne est précieux, c'est une ressource fondamentale et il faut la valoriser. Et nous avons étudié, comme je disais, toute la géologie par des années, vraiment dans le but d'étudier des dispositifs, des solutions de conception qui nous permet de réutiliser plus de 50% de ces matériaux dans notre projet. Qu'est-ce que ça veut dire réutiliser? Ça veut dire récupérer tous les matériaux qui sont excavés, les traiter sur le plan mécanique, donc créer des granulats qui sont adaptés à l'utilisation en chantier et donc on les implique dans les bétons projetés sur les courts termes pour la mise en sécurité des galeries, les bétons de revêtement pour les revêtements définitifs des tunnels et pour les remblais techniques. Par exemple, aujourd'hui, nous avons déjà utilisé 2 millions de tonnes de matériaux qui ont été extraits à Saint-Julien-de-Mondény, dans notre entrée du tunnel, à Saint-Jean-de-Maurienne, dans lesquels on a déjà réalisé les remblais et les voies dans la plateforme dans laquelle il y aura la gare internationale de Saint-Jean-de-Maurienne. D'accord, donc les matériaux que vous sortez, que vous excavez, vous les utilisez sur le chantier lui-même, mais pas seulement, ou alors il y a peut-être aussi des matériaux qui partent ailleurs. Oui, parce que... Alors, en tous les cas, notre objectif, c'est de réaliser un tunnel. De réutiliser vous. Donc, quand on réalise un tunnel, il faut excaver, mais on ne peut pas le remplir complètement. Évidemment. Donc, effectivement... Là, il y a une logique, là, effectivement. Exactement. Donc, il y a une partie des matériaux qui sont des bons matériaux et qui doivent être valorisés ailleurs. Donc, l'utilisation de ces matériaux est pour des projets externes, notamment pour des remplaçages de carrières et qui sont des réhabilitations paysagères, des zones qui ont été utilisés dans le passé pour l'extraction des matériaux et qui aujourd'hui doivent être remis en état. Et soit ça arrive soit en Italie, soit en France. Les longues distances pour rejoindre toutes ces carrières sont franchies par le train, notamment, qui est encore la modalité la plus verte. Et les courtes distances sont gérées un peu par camion, mais surtout par bandes transporteuses électriques, ce qui nous assure dans toute la logistique que nous avons mise en œuvre dans notre projet, de réduire de 75% l'empreinte carbone du volet transport de la réalisation de la section transfrontalière. Ce tunnel, il devrait coûter 2,5 milliards d'euros de plus que prévu, budget total, je crois plus de 11 milliards d'euros. C'est une hausse de près de... 11 milliards. Oui, 11 milliards 100, oui, c'est ça. Exactement. Il ne faut pas oublier les 100 000. Les 100 millions, pardon. Hausse de près de 30%. C'est normal c'est-à-dire c'est les impondérables dont vous parliez tout à l'heure, c'est normal que le coût comme ça augmente? Alors, oui, donc nous avons, ça c'est les résultats de beaucoup des facteurs. Le premier facteur, c'est l'attribution de tous les appels d'offres du tunnel de base. Donc, au moment dans lequel on avait arrêté tous les contrats, on a compris quelles étaient les solutions meilleures qu'il aurait fallu mettre en place et donc on les a valorisés d'un point de vue économique aussi. Après, on a eu dans les années une connaissance plus approfondie des études et de la montagne et donc nous avons intégré des risques que nous voulons avoir à disposition pour les futurs et du coût à terminaison. Et enfin, nous n'oublions pas le fait que du point de vue mondial, il y a eu la pandémie, il y a eu la problématique internationale des guerres, chose qui a impacté les prix. Et par exemple, sur la coopération franco-italienne, cette chose, de l'évolution des prix a été très bien gérée dans notre projet parce que nous appliquons la réglementation française qui admet l'actualisation des prix dans les contrats. Donc, nos entreprises n'ont pas eu de soucis
très important lorsque en Italie les prix sont bloqués et donc ils auraient eu beaucoup de difficultés à continuer les activités. Vous allez chercher le meilleur de chaque côté, des Alpes. Dans cette histoire, l'application de la réglementation française a été une bonne chose. Et alors, vous avez un exemple inverse où l'application de la réglementation italienne, au contraire, a été plus utile? Oui, la loi antimafia, par exemple. Effectivement, les dispositifs antimafia italiens a été transformé par les deux États dans un règlement de contrat binational. Là, va gérer des contrôles systématiques sur toutes les entreprises qui travaillent pour le Lyon-Turin, sans limite de seuil. Donc toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur et sans limite de seuil. Même en euros, si une entreprise réalise la section transfrontalière, il vient contrôler. Et aussi, donc, ça va entrer dans une liste blanche, qui est une liste de partenaires agréés, qui donc sont autorisés à travailler pour nous. Ça, c'est important pour nous, soit sur le plan, comment dire, de cette barrière qui est garantie par les contrôles dans notre projet, mais aussi du fait que la traçabilité de et la transparence de ce parcours est garantie pour toute la longue de la réalisation. Il y a des entreprises françaises qui ont été surprises d'être contrôlées comme ça? Au début, on a dû effectivement bien expliquer, raconter quel était, comment dire, le but de cette opération. Pas vraiment les Françaises, parce qu'aujourd'hui, nous avons sur 2000 entreprises désormais, presque 1500 sont françaises, donc désormais c'est quelque chose de... Mais effectivement, les anglo-saxons, par exemple, ont eu quelques soucis au début à comprendre pourquoi on faisait des questions si personnelles, qui est, comment dire, effectivement... Oui, on peut trouver ça intrusif. Antimafia, parce qu'on va contrôler toutes les boards de toutes les entreprises, mais ça, c'est, comment dire, quelque chose qui nous garantit effectivement et sur lequel on ne peut pas déroger. On parlait de financement. Est-ce que le projet il est financé jusqu'à son terme? Est-ce qu'on est sûr que le tunnel sera creusé et que ça ira au bout? Oui, bien sûr. Nous sommes là pour ça. Et les actionnaires sont les États et sont là pour ça. On vient de signer avec la Commission européenne la décision d'exécution, qui est un document très important qui donne la priorité des financements européens à notre projet en tant qu'élément clé de la politique européenne. Donc oui, il n'y a aucun élément aujourd'hui pour avoir des doutes. C'est quand l'objectif d'ouverture? 2033. 2033. Et alors, on va mettre combien de temps en train pour faire Lyon-Turin? Alors, aujourd'hui, moi, je suis arrivée en train, j'ai mis presque 7 heures. On va diviser par 2. Et ça, c'est vraiment important. 3h30 pour faire Lyon-Turin. Ça devient compétitif avec l'avion. Bien sûr, évidemment. Alors, on va parler de coopération franco-italienne, de comment ça rapproche évidemment nos deux pays et les citoyens des deux pays. Et là-dessus, il y avait une question celle qui était à votre place la semaine dernière, Béatrice Garrett, la directrice générale de la Fondation Pierre Fabre, voulait vous poser. On l'écoute. Bonjour Manuela. Est-ce que cette nouvelle ligne ferroviaire va accélérer la coopération entre la France et l'Italie, et en particulier dans le domaine de la coopération universitaire et pour l'innovation? Alors, ça nous intéresse évidemment pour la coopération universitaire, pour les chercheurs, l'innovation, mais d'une manière générale. Comment vous imaginez, à quel point ça... Parce qu'on est déjà deux pays avec une histoire commune très importante, mais qu'est-ce que ça va changer, un tunnel comme celui-là? Alors, déjà, la connexion physique est fondamentale. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment, comment dire, quelque chose qu'on démontre déjà aujourd'hui seulement pour le réaliser. Donc, on peut le pas projet lui-même, déjà, c'est un exemple de coopération. Que ce sera après. Aujourd'hui, la coopération est aussi entrée dans le pacte de Quirinal qui a été signé entre la France et l'Italie. Il y a le Lyon-Turin comme en tant qu'axe important de coopération. Pourquoi? Parce qu'effectivement, cette connexion entre les deux pays et une connexion aussi stratégique au niveau effectivement de croissance et de vision commune dans le cadre européen, chose qui va changer
la dimension de nos deux pays tout seuls, plutôt vu non, un par un, vu ensemble. L'échange économique, l'échange aussi universitaire. Oui, tiens, est-ce qu'il y a des chercheurs qui vont pouvoir plus facilement se rencontrer d'une certaine façon? Absolument, oui. On peut seulement citer un exemple. Aujourd'hui, il y a déjà mis en place une collaboration franco-italienne entre le Centre de recherche Lyon-Bernard de Lyon et le Centre de Candiolo. Les chercheurs font des échanges entre eux. Ils ont mis des bourses à disposition. Ils ont été aussi financés par Alcotra, qui est le programme européen de coopération franco-italienne. Et le Lyon-Turin est ici pour eux et les soutient dans cette connexion scientifique du point de vue physique. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous avez des projections, des prévisions de trafic sur cette ligne pour les 20 prochaines années, à partir de l'ouverture, évidemment? Alors, oui, il y a des projections. Il y a déjà des projections qui mettent en relation la croissance du PIB des deux pays, mais aussi la croissance de la capacité. La croissance de la capacité, ça va avoir, par exemple, à l'ouverture du tunnel de base, environ 14 millions de tonnes de capacité. Ça veut dire plus ou moins 90 trains, qui est presque le double de ce qu'il y a aujourd'hui en tant que capacité. Et après, tout ça va avoir une croissance qui est liée notamment à la capacité aussi des deux États, d'une part, de promouvoir le transfert modal et de l'autre part aussi des différents opérateurs de changer et de décider de venir sur les trains. Comme on a vu aujourd'hui quand on a eu l'interruption entre France et Italie ferroviaire pour un an et demi, les opérateurs ferroviaires ont changé leur axe vers l'axe de Chiasso, vers la Suisse. Donc, les opérateurs ferroviaires ont une certaine inertie à changer leur business. Mais, comme toutes les fois, on connaît très bien le fait que dans la valeur des produits, le transport n'a aucune valeur ajoutée. Donc, le fait de fournir un ouvrage compétitif, économique aux opérateurs fera en sorte que, dans le temps, les opérateurs changeront vers la modalité la plus économique. Par exemple, notre tunnel de base va baisser de 40% les coûts de l'énergie de franchissement des Alpes. 40% n'est pas rien, c'est beaucoup. Oui, effectivement, c'est majeur même. Il y a qui? Il y a la SNCF d'un côté, Trenitalia RFI de l'autre. Qui sont déjà associés au projet ou qui le seront à partir du moment où le tunnel sera opérationnel? Sont déjà associés, nous avons déjà des groupes d'activités communes, ils sont déjà les deux sur les parties des compétences. Et donc, oui, pour préparer le 2033, il faut travailler ensemble depuis aujourd'hui. Oui. Absolument. Et alors, c'est intéressant parce que c'est des compagnies qui sont aussi concurrentes. Et c'est vrai, puisque maintenant le rail a été ouvert à la concurrence européenne, donc on voit des trains italiens rouler en France, et c'est très bien, ou des trains français qui roulent ailleurs. Donc, comment on est à la fois partenaires et concurrents, comment ça se passe? Oui, mais ça c'est le futur des transports. Après les paquets ferroviaires qui a ouvert à la concurrence et la division entre les opérateurs qui s'occupent des trains voyageurs et marchandises, les opérateurs et les opérateurs des réseaux, donc qui fait la maintenance et la gestion des réseaux. Tout ça, c'est l'écosystème dans lequel l'Europe a décidé de bâtir la connexion unitaire, le métro d'Europe, donc les réseaux RTE, qui est un grand défi, mais qui va rendre compétitifs tous les systèmes européens. Et donc, SNCF et RFI sont compétiteurs entre eux, mais sont compétiteurs avec tous les autres. Et donc, aujourd'hui, on a deux opérateurs qui arrivent en France et en Italie aussi. Mais un jour, grâce au réseau européen, on aura beaucoup plus.
Espérons-le, effectivement, oui, que ça c'est un va avantage continuer. pour les voyageurs. Ouais, on a parlé de l'impact du chantier et des nuisances pour les riverains, mais alors il y a aussi les bénéfices, parce que c'est du travail, Oui. c'est de l'activité dans cette vallée de la Maurienne. Comment ça se passe? Il y a combien de gens qui travaillent sur un chantier comme celui-là? Qu'est-ce que ça Alors représente? aujourd'hui, nous avons 3000 travailleurs en France Mhm. et sur 7 chantiers opérationnels. Donc c'est effectivement une dimension importante. Et sur le plan économique, nous avons en 2024 une valeur distribuée du projet seulement en France de 600 millions d'euros. Et qui font 800 au niveau binational et qui devront bientôt un peu plus d'1 milliard l'année prochaine. Tout ça est la dimension générale du projet et tout ça se relie avec les dispositifs du territoire d'accompagnement qui sont mis en place en collaboration avec les services de l'État. Notamment en France, la démarche Grand Chantier, qui est un levier super important, effectivement, pour ancrer les projets dans les territoires. Nous avons un contrat Maurienne que entre 2015 et 2020 a déployé 40 millions d'euros pour les territoires, pour bâtir des projets de territoire et que sera 80 millions d'euros pour la période 2021 et 2027. Dans ce dispositif, il y a des solutions pour l'emploi, donc avec mon emploi Lyon-Turin. Donc la démarche permet de connecter les besoins d'emploi des personnes et l'offre d'emploi des entreprises. Il y a aussi un autre dispositif qui est fondamental, qui est la maison de l'habitat. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de dire à nos entreprises, pas de base vie dans les chantiers, pas de village dans les chantiers. Parce que nous ne voulons pas des ouvriers qui restent tout clos. Donc dans les il a fallu leur trouver des logements autour. D'accord. Et ça, c'est un levier extraordinaire pour que les entreprises donc, puissent chercher déjà les logements sur le territoire, qu'il y a une possibilité de réhabiliter les patrimoines du bâtiment du territoire public et privé, mais surtout que les ouvriers soient vraiment inclus dans la société et non pas des personnes qui arrivent seulement à travailler et qui restent, comment dire, dans les chantiers tout le temps. Parce qu'ils peuvent rester là pour quelques années, bien évidemment. Évidemment. Merci beaucoup, Manuela Rocca, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.